WNBC à New York, juste John pour Anderson ce matin, il est 9h. Les informations de NBC Radio à l'heure, Robert Grauski pour vous informer. Des troupes d'élite sud-vietnamiennes ont pénétré dans la ville de Quang Tri. Plus tôt, ils avaient repris 2 villes de districts voisines, les premières à être réoccupées lors de la contre-offensive de Saïgon. Les derniers rapports de la province la plus au nord, en guerre, montrent que des parachutistes sud-vietnamiens et leurs conseillers américains ont atteint la périphérie sud-ouest de la ville de Quang Tri. Au départ, ils n'avaient presque pas rencontré de résistance, mais font maintenant face à une importante ligne de fortification. Combien d'hommes qui m'écoutent ce soir ont déjà servi leur nation pendant d'autres guerres? Qu'ils sont nombreux à ne pas être là pour écouter. La guerre du Vietnam n'est pas comme ces autres guerres. Et pourtant, finalement, la guerre est toujours la même. Ce sont de jeunes hommes qui meurent alors qu'ils sont pleins de promesses. C'est essayer de tuer un homme que vous ne connaissez même pas assez pour le haïr. Donc, connaître la guerre, c'est savoir qu'il y a encore de la folie dans ce monde. J'ai débarqué le 6 juin, le jour J 1970. Ils ont pris l'avion avec la compagnie Flying Tiger. Nous avons tourné un moment au-dessus de la base aérienne de Tan Son Nhut à cause des tirs de mortier. Et quand nous avons enfin atterri, je suis arrivé à la porte de l'appareil. Cet air chaud et humide du Sud-Vietnam nous a frappés. Et d'abord, la chaleur, l'humidité et l'odeur t'ont frappé de plein fouet comme un mur de briques. Il y avait le kérosène, les excréments brûlés et tout le reste. Et puis, quand nous avons débarqué, beaucoup de soldats américains étaient là, disant qu'ils étaient sur le départ. Ils rentraient chez eux, alors que nous, on rentrerait tous chez nous dans des sacs mortuaires. C'était leur propre forme d'humour noir que nous avons appris à adopter et à dire nous aussi avec le temps. Mais c'était vraiment un choc d'être là. Qu'est-ce que je fais ici? C'est assez inhabituel parce que tu viens de la vie civile. Tu te rends compte qu'il y a 3 ou 4 mois à peine, tu étais à l'université et maintenant tu te retrouves dans un pays étranger, à des milliers de kilomètres de chez toi. Tu commences à t'adapter à la température. Tu apprends à écouter ceux qui étaient là avant toi, car ils ont l'expérience et toi, en tant que nouveau, tu ignores ce qui se passe. Et tu t'inspires un peu, si tu es vraiment malin, tu t'inspires de leurs connaissances parce qu'ils sont là depuis plus longtemps que toi. Tu commences à apprendre à reconnaître les odeurs et les sons. Et quand je parle des sons, ça peut aller d'un bombardement au loin à une barque qui passe juste à côté de toi sur la rivière. Donc tu commences à apprendre à t'adapter à l'environnement dans lequel tu te trouves. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faisait très chaud, sûrement 40 degrés, et on pouvait entendre des tirs de mortier au loin. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi rentrer chez moi. Jusqu'à présent, plus de 2000 hommes sont morts dans la guerre au Vietnam. Beaucoup ont été abattus dans les champs, les rizières et les jungles, ou tués lors de bombardements. À mesure que la présence militaire américaine augmente au Sud-Vietnam, les tensions civiles grandissent aussi en Amérique, alors que de plus en plus de jeunes hommes sont enrôlés pour une guerre menée dans des zones d'ombre. Lorsque la conscription a été rétablie pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pour une guerre différente dans un monde bien différent. Avec les puissances de l'Axe menaçant d'engloutir le monde, la conscription de 1940 a recueilli un taux d'approbation stupéfiant de 71%. La signature du Selective Service Training Act par le président Franklin Delano Roosevelt le 16 septembre 1940 a rendu obligatoire l'inscription des hommes de 21 à 35 ans auprès du Selective Service. À l'entrée en guerre de l'Amérique, l'obligation d'inscription a été étendue aux hommes de 18 à 65 ans, ceux de 18 à 45 ans étant soumis au service militaire. Sélectionnés par tirage au sort, les conscrits devaient desservir pendant une année complète, une période qui a été prolongée en octobre de cette même année.
10 110 104 hommes sont appelés sous les drapeaux au cours de la Seconde Guerre mondiale. La majorité de ce nombre sont volontaires. Au début de la guerre froide, dans les années 1950, le Selective Service appelle 1 529 539 hommes pour servir pendant la guerre de Corée, avec 1 300 000 volontaires. La guerre du Vietnam est une guerre moins populaire. Je n'ai pas choisi, j'ai été appelé sous les drapeaux. On m'a appelé du jour au lendemain alors que je me préparais pour l'été 1967. Et je vivais sur la côte du New Jersey et j'y passais du bon temps. Et j'ai reçu la lettre par la poste. Félicitations. Vous avez été sélectionné et la suite appartient à l'histoire. Même si les appelés du contingent sont une minorité parmi les membres des forces armées pendant la guerre du Vietnam, ils représentent au départ un chiffre impressionnant de 88% de tous les fantassins appelés les Grunts. À cause de cela, le taux de mortalité est élevé parmi les appelés à peine formés, représentant plus de la moitié des morts au combat. La guerre du Vietnam est différente de tous les conflits précédents, surtout d'un point de vue racial. L'intégration des soldats afro-américains dans l'armée américaine commence à évoluer, passant d'unités exclusivement noires à des unités intégrées avec la guerre de Corée. Bien que le président Harry S. Truman ait ordonné la déségrégation des forces armées en 1948, la dernière unité entièrement noire n'est dissoute qu'en 1953. La guerre de Corée est la première à appliquer concrètement la nouvelle politique de Truman. 2 sergents afro-américains de l'armée reçoivent la médaille d'honneur pendant cette guerre, les sergents Cornelius H. Charlton et William Thompson. La guerre du Vietnam amène une armée entièrement intégrée, mais pas une guerre où l'intégration n'est pas équitable. Les soldats afro-américains représentent 12,6% des soldats au Vietnam de 1965 à 1969, principalement dans l'infanterie. À cause de cela, les pertes parmi les soldats noirs représentent 20% de toutes les morts, au combat de 1961 à 1966. Le système américain de conscription offre des sursis aux étudiants actuellement à l'université et à ceux qui occupent des emplois civils essentiels, un critère qui, en soi, favorise les blancs des classes moyennes et supérieures. Les conseils de recrutement sont également majoritairement blancs, les Afro-Américains ne représentant qu'environ 1% de tous les membres des conseils de recrutement. Le docteur Martin Luther King Jr. décrit le Vietnam comme une guerre d'hommes blancs, un combat d'hommes noirs. Les protestations contre la conscription éclatent en octobre 1965, lorsque le nombre mensuel d'appelés augmente considérablement, passant de 3 000 à 33 000. Une forme courante de protestation consiste à brûler sa carte d'incorporation. Le champion du monde poids lourd de boxe, Mohamed Ali, est l'un d'entre eux, refusant de rejoindre les forces armées le 28 avril 1967, invoquant des raisons religieuses. Il est condamné à 5 ans de prison, à une amende de $10 000, déchu de son titre et banni du sport pendant 3 ans. Un appel lui évite la prison cependant et la condamnation est annulée par la Cour suprême des années plus tard. La protestation d'Ali attirera davantage l'attention sur le problème de la conscription, un problème qui touche une génération plus jeune aux États-Unis et qui entraînera des troubles civils. Pour lutter contre la discrétion du Viet Cong, l'armée américaine utilise un herbicide et un défoliant pour dégager les jungles de leur camouflage naturel et également détruire leurs récoltes. Il s'appelle herbicide orange ou HO, mais il est plus connu sous le nom d'agent orange. Eh bien, la chose importante à propos de l'agent orange, c'est que son nom vient de la bande orange sur les conteneurs. Constatant le succès qu'avaient eu les Britanniques avec l'agent orange dans les années 1950, le président John F. Kennedy a autorisé le lancement de l'opération Ranch Hand, conçue pour recouvrir le territoire ennemi et les champs de bataille avec ce produit chimique.
Une des choses que j'ai trouvées très intéressantes, c'est que sur nos navires, nous avions ce qu'ils appellent des évaporateurs qui transformaient l'eau salée en eau douce. Et quand vous étiez à Da Nang, qui était notre base principale au camp Tin Zhao à Da Nang, ils venaient demander si vous vouliez de l'eau et ils avaient ce qu'ils appelaient des yo, qui étaient des navires de la marine pour mettre de l'eau à bord de notre bateau. Et ils refusaient toujours, ils ne la prenaient pas. Il utilisait toujours l'eau produite par les évaporateurs qui transformaient l'eau salée en eau douce. Je me suis souvent demandé s'il savait quelque chose sur l'agent orange, car c'était un gros problème. Des gars tombaient malades à cause de l'agent orange, et lui ne buvait jamais l'eau fournie par la marine. En 1969, une étude révélera les dangers pour la santé liés aux 2, 3, 7 et 8 tétrachlorodibenzodioxine, un composé de dioxine extrêmement toxique. L'armée américaine continuera de pulvériser l'agent orange jusqu'en 1971. L'agent orange contribue à la guerre d'usure du général William Westmoreland. Son plan consiste à submerger l'ennemi par la puissance et la supériorité des forces armées américaines. Il espère infliger des pertes insurmontables aux Nord-Vietnamiens et aux Viet Cong, dont les effectifs sont limités grâce à une combinaison de forces terrestres et de soutien aérien. Ces missions de recherche et de destruction sont sur le point de devenir un point de discorde dans la manière dont la guerre était menée. Le 24 janvier 1966. La plus grande mission de recherche et de destruction à ce stade de la guerre est l'opération Macher, une opération menée en coordination avec la 1re division de cavalerie, les forces sud-vietnamiennes et coréennes à travers la province de Binh Dinh. Située sur la côte centre-sud du Vietnam, la province de Binh Dinh a été une base importante pour le commandement nord-vietnamien. L'objectif c'est non seulement de les déloger, mais aussi de décimer leur zone d'approvisionnement. La 1re cavalerie est confrontée au dilemme du Viet Cong, mêlé à la population des villages, ce qui handicape gravement leur capacité à utiliser la force ouvertement. Vous savez, les Mama-san venaient faire notre lessive. Nous avions un Papa-san qui venait vider les fûts de nos latrines. Il s'est avéré que Papa-san était un VC et il a fini par être découvert et arrêté pour une raison quelconque. Il était, vous savez, un informateur du VC. Nous aidions tous ceux qui franchissaient notre porte et beaucoup d'entre eux étaient vietnamiens. Ils étaient toujours très polis avec nous. Notre interprète, bien sûr, était vietnamien. Nous avions une Mama-san qui cirait nos bottes et lavait nos uniformes. Beaucoup des femmes qui nettoyaient les unités de soins où se trouvaient les patients étaient vietnamiennes. Nous avions une assez bonne relation avec elles. Certaines des Mama-san nous disaient quand les VC allaient être dans la région et qu'il fallait se préparer. Il n'y avait aucune hostilité dont j'étais consciente entre les femmes, du moins entre les femmes et les infirmières. Je n'allais jamais dans les villages ou quoi que ce soit de ce genre. Je me disais qu'il y avait déjà assez de risques d'être tué sans aller dans les villages. Alors je faisais au moins une chose prudente, c'était de rester à l'écart. Des tracts rédigés par le Bureau de la guerre psychologique de l'armée américaine sont largués, avertissant les villageois que s'ils tirent sur les avions américains, l'armée les traquera et les détruira. Un autre tract incite les membres du Viet Cong à se rendre et leur donne une chance de revenir à la cause sud-vietnamienne. Il promet un paiement du gouvernement pour aider à subvenir aux besoins du membre du Viet Cong et de sa famille. J'ai travaillé à l'unité des prisonniers de guerre, c'était très différent. Parlez-moi, s'il vous plaît. En gros, c'était des membres du Viet Cong ou des personnes soupçonnées de l'être et ils n'étaient pas très heureux d'être là. S'il y avait une fusillade et que des membres du Viet Cong étaient blessés en tant que soldats américains, nous les évacuions par hélicoptère. Mais comme le gouvernement sud-vietnamien ne leur donnait pas de soins médicaux, nous les prenions en charge, nous les stabilisions avant de les remettre au gouvernement sud-vietnamien. Je pense que nos services de renseignement militaire leur parlaient d'abord, très gentiment, j'en suis sûre. Mais nous les avons stabilisés, soignés et pris en charge jusqu'à ce qu'ils puissent être remis au gouvernement sud-vietnamien. Et on n'est pas toujours très content de voir des Occidentaux, quand est resté à l'écart au 85e.
Et j'avais un premier lieutenant nord-vietnamien à la toute fin qui jouait tout le temps aux échecs avec le policier militaire. Et puis le policier militaire a emmené un Viet Cong aux toilettes extérieures. Nous avions des toilettes extérieures pour faire ses besoins et il est rentré à l'intérieur parce qu'il faisait tellement chaud, oubliant que le Viet Cong était encore dans les toilettes extérieures. Et puis, la seconde d'après, nous avons entendu le Viet Cong, le Vietnamien, crier et hurler parce qu'il était sorti de là. Je pense que le policier militaire était embarrassé d'avoir laissé son prisonnier seul. Heureusement, il n'a pas eu l'occasion de s'enfuir. C'est clairement une stratégie psychologique conçue non seulement pour épargner des victimes innocentes, mais aussi pour diminuer le moral du Viet Cong. Ce qui est troublant, c'est le comportement des soldats sud-coréens. Ils ont perpétré à la fois les massacres de Bin An et de Tay Vinh. Des civils non armés des deux villages sont tués par les soldats, 1200 à Tay Vinh et 380 à Bin An. De telles atrocités deviendront synonymes de la guerre au Vietnam. Le président Johnson, conscient du tollé public potentiel suscité par le nom Ma Chère, fait renommer l'opération de Ma Chère à l'opération White Wing. À la fin de l'opération White Wing, le 6 mars, on compte 2389 pertes ennemies, dont 1342 morts. Les États-Unis subissent 288 morts au combat et 990 blessés, tandis que la Corée et le Sud-Vietnam perdent 10 soldats au combat. Le premier jour de l'opération Ma Chère, le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, recommande d'augmenter les troupes américaines à plus de 400 000 d'ici la fin de l'année. Cependant, il ne croit pas que les bombardements et les déploiements mettront fin à la guerre. Les tentations de la vie nocturne vietnamienne, en particulier dans des villes prospères comme Saigon, incluant la consommation de drogue, la prostitution et l'alcool. À mesure que les concentrations de troupes augmentent dans les premiers jours de la guerre, les maladies vénériennes aussi. De 1965 jusqu'à la fin de la guerre, les maladies vénériennes sont le diagnostic principal chez tous les soldats, touchant un soldat sur 4. 50% de tous les soldats touchés viennent de Saigon ou de 2 autres camps de base. La blénorragie est la principale maladie vénérienne, représentant 90% des cas. Heureusement, elle ne nécessite une hospitalisation que dans 1% de tous les cas. C'est un taux plus élevé que lors de toute guerre précédente. Le 26 mars 1966. Alors que l'implication américaine s'intensifie au Sud-Vietnam, la semaine de protestation la plus organisée à ce jour débute dans 5 villes. New York, Washington, Chicago, Philadelphie, Boston et San Francisco. Le Comité national de coordination pour mettre fin à la guerre au Vietnam organise les manifestations. On estime qu'entre 30 000 et 35 000 personnes ont défilé rien que sur la 5e avenue de New York. Le mouvement contre la guerre n'a vraiment commencé qu'à Berkeley. Il a commencé avec le mouvement pour la liberté d'expression. J'ai toute une série de théories sur ses origines. C'est, vous savez, Mario Savio, le camarade Mario Savio qui a lancé ça. Donc on peut dire tout ce qu'on veut. Nous avons la liberté d'expression. Alors, en 65, on se promenait en utilisant le mot en F. Sinon, ils l'ont fermé, le relâché, puis l'aspergé. De toute façon, c'était les précurseurs à Berkeley du mouvement anti-guerre. Et je pourrais en parler des heures d'où ça venait, car on en parlait partout là-bas et on en savait sûrement plus que quiconque, sauf les agents infiltrés de la CIA. Mais je ne le comprenais pas. Je n'appréciais pas, vous savez, je ne comprenais pas pourquoi les gens voulaient être aussi négatifs envers les soldats. Mais maintenant que je suis plus âgée, je peux le comprendre parce que je ne suis pas tellement enthousiaste à propos de notre présence en Afghanistan. Donc, je suppose que ce que je ressens à propos de notre présence en Afghanistan, c'est ce que ressentait à l'époque, vous savez, pendant cette période, à propos de la guerre du Vietnam.
Ils sont encore loin des dernières manifestations contre la guerre du Vietnam et annoncent les troubles civils qui finiront par définir cette décennie. 10 janvier 1967. Le président Johnson, dans son discours sur l'état de l'Union de 1967, malgré les critiques sociales concernant le Vietnam, affirme fermement que les troupes américaines resteront présentes jusqu'à ce que l'agression du Nord-Vietnam cesse. Jusqu'à ce que ces efforts aboutissent, ou jusqu'à ce que l'infiltration cesse, ou jusqu'à ce que le conflit s'apaise. Je pense que la voie de la sagesse pour ce pays est que nous devons simplement poursuivre fermement notre trajectoire actuelle. Nous tiendrons bon au Vietnam. Je pense que vous savez que nos soldats là-bas ce soir portent le fardeau le plus lourd de tous. Au péril de leur vie, ils servent cette nation. Et nous devons leur accorder rien de moins que notre soutien total. Et nous le leur avons donné. Rien de moins que la détermination dont les Américains ont toujours fait preuve envers leurs soldats. Quel que soit notre sacrifice ici, même s'il dépasse $5 par mois, il reste minime comparé au leur. Combien de temps ? Combien de temps cela prendra, je ne peux pas le prédire. Je sais seulement que la volonté du peuple américain, je pense, est mise à l'épreuve ce soir. Le général Westmoreland se sent peut-être mis à l'épreuve. Après avoir déployé les forces américaines au Vietnam, il est prêt pour l'étape suivante. Une offensive contre les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong. La zone la plus difficile à attaquer est la zone de guerre C, connue sous le nom de triangle de fer en raison de ses 3 frontières. Cette zone de 155 km² se trouve entre la rivière Saigon, la forêt de Tam Dien et la rivière Song Thi Thie Tien. Les forces sud-vietnamiennes ont refusé d'entrer dans cette dague pointée vers le cœur de Saigon, à seulement 32 km de la capitale. L'opération Cedar Falls sera la plus grande opération terrestre de la guerre, une mission de recherche et de destruction conçue pour anéantir la présence ennemie dans la région, menée sans aucun avertissement à la population vietnamienne. Sous son commandement se trouvent environ 30 000 soldats américains et sud-vietnamiens, les sud-vietnamiens se concentrant sur la population civile et les villages, tandis que les Américains affrontent l'ennemi. Le plus grand défi auquel Westmoreland et ses forces sont confrontés réside dans la ruse du Viet Cong. Ils se sont infiltrés dans les villages, créant leur propre réseau de tunnels et utilisant le terrain à leur avantage. L'utilisation de défoliants et de 60 bulldozers viendra rapidement à bout de la végétation dissimulatrice, dans l'espoir d'éliminer cet avantage stratégique. Les unités américaines vont s'aligner le long de 2 côtés du triangle de fer sous couvert d'un déploiement de routine, puis converger en utilisant la tactique du marteau et de l'enclume, ratissant la zone à la recherche de l'ennemi et de leur base. Le quartier général du Viet Cong se trouve à l'intérieur du triangle de fer, dans le village de Ben Suc. En 1964, le Viet Cong a chassé l'armée sud-vietnamienne du village, exécuté ses dirigeants et pris le contrôle de Ben Suc. Ils ne se sont pas contentés de le conquérir, mais ont fait de Ben Suc une partie active de leurs opérations. Westmoreland prévoit de changer cela. Ils prennent des positions stratégiques le 5 janvier 1967. Ben Suc est un village d'environ 3500 habitants. Il n'a pas d'électricité et sa population vit simplement. Ils venaient, ils avaient très peu de soins médicaux, donc parfois nous étions les seuls médecins ou infirmières qu'ils voyaient jamais. Et la plupart du temps, nous nettoyions les plaies, les coupures, donnions des antibiotiques, ce genre de choses, des soins médicaux de base. Ils semblaient assez reconnaissants.
La population civile, j'avais un peu de peine pour eux. Quand je ne faisais rien sur les canons, j'étais responsable de la section des munitions et des déchets. Je faisais la tournée des déchets jusqu'à la décharge, et en regardant certaines personnes, la façon dont elles se jetaient sur la nourriture qu'on jetait, ils fouillaient dans les décharges, ils récupéraient les vêtements qu'on jetait. Et comme je l'ai dit, la nourriture qu'on jetait, ils la dévoraient. Ils n'avaient rien de tout cela. Tout était nouveau pour eux. En fait, le plus drôle, c'est qu'on était à Country, dans le nord, et on leur a donné du savon. Et puis, tout à coup, ce savon te revenait en volant, avec des traces de dents dessus. Ils ne pouvaient pas le manger, car ils ignoraient que c'était du savon. C'était l'une des choses les plus drôles que j'ai vues là-bas. Le Vietnam est très beau. Et si tu mets de côté les odeurs, il y a des temples, de magnifiques fleurs, la jungle. C'était un pays magnifique. Des montagnes, ça ressemblait à Hawaï à bien des égards. C'était juste un pays splendide. Et quand tu regardes au loin la mer de Chine méridionale, bleue, c'était un paradis à bien des égards. À la fin de l'opération Cedar Falls, les villageois de Ben Suc seront forcés de mener des vies complètement différentes. La marine sud-vietnamienne et la marine américaine collaboraient pour former leurs cadets et officiers afin qu'ils soient l'équivalent de ceux d'Annapolis. Ils embarquèrent sur nos navires comme cadets, devaient travailler avec les hommes de troupe pour apprendre ce qui nous donnait de l'expérience avec eux. Notre principal problème était la communication à cause de la langue. Il y avait 4 ou 5 officiers ou cadets vietnamiens avec vous, mais un seul parlait anglais. L'action commence à 08h00 3 jours plus tard, avec un assaut aéroporté sur Ben Suc. Les forces américaines encerclent le village avec une résistance minimale, laissant un bataillon sud-vietnamien fouiller le village. Ils découvrent un réseau de tunnels et de nombreux approvisionnements. Les agents du Viet Cong trouvés ne sont que de bas rang. Tout le village est déplacé vers le village désormais surpeuplé de Uluoy. Le plus long et le plus grand réseau de tunnels se trouve à seulement 20 miles de Saigon, dans le district de Cu Chi, avec une longueur totale de 20 miles. La volonté du peuple américain n'est plus seulement mise à l'épreuve, mais est désormais contestée alors que les protestations s'intensifient et que la jeune génération hippie choisit de prôner l'amour et la paix plutôt que de simplement protester contre la guerre. Le 14 janvier 1967, au parc Golden Gate à San Francisco, en Californie, le Human Be In est un rassemblement de la contre-culture hippie qui rejette la soi-disant morale de la classe moyenne et la guerre au profit d'une approche radicalement libérale. Les hippies se concentrent sur le concept d'amour libre, la consommation de drogue, la vie en communauté, un sens de l'écologie et un rejet total de la guerre. Cela rassemble environ 30 000 personnes et ancre le mouvement hippie dans la conscience publique. Cet été-là, près de 100 000 jeunes affluent vers le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco et transforment la zone en une sorte de commune hippie. La contre-culture hippie bat son plein. Le 29 septembre 1967. Ce soir, je suis venu ici pour vous parler du Vietnam. Je n'ai pas besoin de vous dire que notre peuple est profondément préoccupé par ce conflit. Il existe des convictions passionnées concernant la voie la plus sage à suivre pour notre nation. Il y a de nombreux Américains sincères et patriotes qui nourrissent des doutes quant à la poursuite de l'engagement que 3 présidents et un demi-million de nos jeunes hommes ont pris. Le doute et le débat sont amplifiés parce que les problèmes du Vietnam sont assez complexes. Ils sont un mélange de troubles politiques, de pauvreté, de conflits religieux et de factions, d'une servitude ancienne et d'un désir moderne de liberté. Le Vietnam est tout cela.
Au milieu de ces changements sociaux, la perception du public à l'égard du Vietnam commence à s'effriter. Avec la remise en question du but de la guerre par la jeune génération, ainsi que la façon dont les médias présentent avant le conflit, la justification du gouvernement pour cette guerre s'affaiblit. Le président Johnson doit prendre tout cela en compte tout en prenant des décisions inévitablement défavorables. Le 9 novembre 1967. Le capitaine Lance P. Sejeance, à bord de son McDonnell, Douglas F-4C Phantom voit son avion gravement endommagé lorsque sa charge larguée explose à seulement quelques pieds sous l'appareil. Il s'éjecte. En descendant, il s'écrase dans les arbres près de Vinh, au nord Vietnam. Sejeance se réveille dans la douleur. Sa main droite est écrasée. Son crâne est fracturé et sa jambe gauche est cassée. Après qu'il ait été abattu, les forces américaines lancent une mission de recherche et de sauvetage. Alors une patrouille sort, engage le WC, quelqu'un est blessé, le radio demande un hélicoptère d'évacuation sanitaire. D'accord? L'hélicoptère d'évacuation médicale arrive, fait ce qu'on appelle un dust-off, les évacue du champ de bataille et les emmène à l'établissement le plus proche. Cela peut être un hôpital de campagne, une unité mobile chirurgicale ou une compagnie de triage. Là-bas, Dust-Off était une unité d'hélicoptères d'évacuation médicale et il y avait essentiellement deux différentes appellations. La première division de cavalerie utilisait le terme MEDVAC et la différence était que les appareils MEDVAC étaient équipés d'armes offensives, c'est-à-dire des mitrailleuses légères M60 étaient montées à bord, alors qu'avec Dust-Off, nous intervenions sans armes, conformément à la Convention de Genève. Nous volions sans armes, et si nous pouvions atterrir, nous atterrissions et récupérions les blessés, que les échanges de tirs soient encore en cours ou non. Et si nous ne pouvions pas atterrir, nous utilisions soit un dispositif d'extraction appelé Jungle Penetrator, qui ressemblait à un hameçon à 3 branches que nous descendions dans la jungle, ou si les blessés avaient une grave blessure au dos ou à la tête, nous utilisions une civière Stokes, qui était exactement le même type de civière utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. C'était essentiellement un panier en fil de fer et nous le descendions. Et pendant que nous restions en vol stationnaire aussi bas que possible dans la jungle, les gens au sol allaient charger les blessés dans la civière Stokes. Une fois que le patient était installé dessus, nous les hissions. Et selon l'intensité des tirs, soit nous restions en vol stationnaire pendant qu'on les hissait, soit nous commencions à décoller pendant que le chef d'équipage les hissait. Une mission de recherche et de sauvetage manque de peu de retrouver Sejeance. Il aperçoit même un hélicoptère de secours, mais la mission échoue. Laissé seul en territoire ennemi, le capitaine Sejeance parvient à survivre et à échapper à la capture pendant 6 semaines entières dans la jungle impitoyable. Il est finalement retrouvé inconscient par des troupes nord-vietnamiennes. Après plusieurs jours, il s'évade avant d'être de nouveau capturé puis torturé. Il est emmené au Hanoi Hilton, le principal et le pire des camps de prisonniers de guerre nord-vietnamiens. Le capitaine Sejeance meurt dans le camp après avoir contracté une pneumonie. Le fait que des pilotes américains soient abattus au-dessus du territoire ennemi est une réalité bien présente dans la guerre du Vietnam, tout comme les mauvais traitements subis pendant la captivité. C'est difficile de se préparer à quelque chose quand on ne sait pas combien de temps ça va durer. Nous étions allés à l'école de survie, l'école serrée, survie, évasion, résistance et fuite. Nous étions dans une école très sérieuse et c'était assez réaliste, sauf que nous savions qu'après 3 jours, nous retournerions aux messes ou à la base. Et donc, on ne peut pas simuler jour après jour sans savoir quand ça va se terminer. Et c'était la partie la plus difficile. On ne pouvait pas s'entraîner à ça. On s'entraînait à supporter la torture. On s'entraînait à esquiver les questions. On s'entraînait pour à peu près tout ce qu'on faisait. Ils ne nous ont pas appris à communiquer secrètement, ce qu'ils font maintenant, mais ils ne le faisaient pas à l'époque. Mais l'entraînement était correct. Mais aucun d'entre nous n'allait jamais se faire capturer. Je veux dire, on pensait à se faire tuer. Ça faisait partie du métier à l'époque.
Mais être pilote dans la marine, c'était le métier le plus dangereux du monde. C'était plus dangereux que d'être ouvrier au sommet de clocher ou monteur sur charpente métallique. On avait beaucoup d'accidents, des accidents opérationnels. Plus d'hommes, comme 6 gens, seront capturés par les Nord-Vietnamiens. Ces prisonniers de guerre endureront des souffrances au-delà de la zone de guerre. À près de 300 miles au nord de Saïgon et près des frontières cambodgiennes et laotiennes, dans la province de Kon Tum, se trouve le village de Dak To. Des camps de forces spéciales sont établis pour surveiller l'activité des Nord-Vietnamiens et du Viet Cong le long de ce point stratégique. Le terrain impitoyable, avec ses hautes crêtes et même des forêts tropicales à triple canopée, rend les atterrissages d'hélicoptères pratiquement impossibles. C'est un avantage que les forces ennemies feintées vont exploiter à leur profit. Et ils le font. Les soldats nord-vietnamiens commencent à attaquer les avant-postes américains de façon semi-régulière vers le milieu de l'année. Le commandant de la 4e division d'infanterie, le général de division William R. Pierce, demande des renforts pour poursuivre les troupes de l'ANV. 2 bataillons arrivent le 17 juin de la 173e brigade aéroportée et commencent à ratisser la zone lors de l'opération Greely. 20 juin 1967. La compagnie Charlie du 2e bataillon du 503e régiment d'infanterie aéroportée tombe sur une unité entière des forces spéciales tuées par les Nord-Vietnamiens. Ils poursuivent leur route, renforcés par la compagnie Alpha. À 06h58, le matin du 21 juin, la compagnie Alpha tombe dans une embuscade nord-vietnamienne. La compagnie Charlie se précipite à leur secours du mieux qu'elle peut, mais elle est gênée par la végétation dense et le terrain accidenté de la jungle. La compagnie Alpha est seule. À la fin de la bataille, 76 des 137 sont tués et 23 sont blessés. Seuls 15 morts nord-vietnamiens sont retrouvés sur le champ de bataille. Davantage de forces américaines sont appelées à Dak To après la décimation de la compagnie Alpha, et elles arrivent le 23 juin. Ils espèrent que le nombre et la puissance de feu supérieure permettront de vaincre les Nord-Vietnamiens. Une bataille de 3 jours commence le 4 août sur une colline près de Doc Seong entre un bataillon aéroporté sud-vietnamien et des Nord-Vietnamiens. Un camp des forces spéciales à proximité, à Do Seong, est également pris sous le feu des Nord-Vietnamiens. Le 8e bataillon aéroporté vient aider à défendre après que le commandant et sa patrouille ne soient pas revenus. La patrouille disparue est retrouvée morte à 1 km de là. L'échange de tirs avec l'armée nord-vietnamienne est finalement remporté grâce à une puissance de feu supérieure et au soutien aérien. Par la suite, un quartier général entier de l'APVN est découvert au sommet de la montagne où le carnage a eu lieu. La baisse progressive des combats d'ici au 14 août, alors qu'on suppose que les Nord-Vietnamiens se sont repliés, marque la fin de ce que les États-Unis ont appelé l'opération Greely. Le calme ne durera pas longtemps. Le 3 novembre 1967. La défection d'un spécialiste de l'artillerie nord-vietnamien vers le Sud-Vietnam révèle la vérité sur les mouvements ennemis à Dak To, ainsi que sur des mois de préparation nord-vietnamienne. On découvre tout des tranchées aux bunkers. Le plan communiste est de détourner autant de forces alliées que possible vers la région des hauts plateaux du centre. 1000 soldats américains sont renforcés par 3500 hommes supplémentaires de la 173e brigade aéroportée américaine et de la 4e division. Ils se retrouveront en infériorité numérique et devront affronter près de 6000 soldats de l'armée nord-vietnamienne. Dak To et sa piste d'atterrissage sont désormais fortifiés, constituant une base importante pour la cause alliée. Les combats commencent lorsque des soldats de la 4e division d'infanterie rencontrent des positions défensives de l'armée populaire du Vietnam, et la 173e brigade fait de même le lendemain. Un schéma se dessine. Les forces américaines rencontrent les Nord-Vietnamiens et les combats dans la jungle font plus de morts chez l'ennemi que les pertes américaines,
pourtant déjà importantes. Mais il y a encore des pertes. 12 novembre 1967. Les forces nord-vietnamiennes commencent à tirer des salves de roquettes sur la piste d'atterrissage de Dak To. 3 jours plus tard, ils détruisent 2 avions de transport C-130 Hercule sur la piste, et les incendies qui en résultent, ainsi que l'artillerie ennemie, déclenchent une réaction en chaîne d'explosions qui dure toute la nuit. 2 cratères de 12 mètres de profondeur restent dans le sillage d'un immense nuage en forme de champignon. C'est, paraît-il, la plus grande explosion de la guerre du Vietnam. 19 novembre 1967. La bataille de Dak To est sur le point d'atteindre son paroxysme. Les renseignements indiquent que l'ennemi est positionné sur une colline de 875 pieds à seulement 6 km de la frontière. Le 2e bataillon prendra cette colline. À 09h43, 330 hommes sont prêts à prendre la colline 875. Les compagnies Charlie et Delta gravissent sur la colline avec 2 sections de la compagnie Alpha derrière elles. La section d'armes de la compagnie Alpha reste en arrière pour dégager une zone d'atterrissage. L'assaut frontal est audacieux, mais on espère qu'il sera inattendu pour l'ennemi. À 10h30, les parachutistes tombent sous un barrage de tirs de mitrailleuses. Ensuite, des roquettes B-40 et de l'artillerie. Cachés dans des bunkers et des tranchées, les Nord-Vietnamiens sont prêts. Ils ont été prêts tout le temps. Même la compagnie Alpha à la base de la colline est prise en embuscade par d'autres troupes de l'APVN et forcée de monter la colline, coincée entre les forces nord-vietnamiennes. Des frappes aériennes sont demandées, mais elles n'ont pas beaucoup d'effet à cause du feuillage dense. À 18h58, un chasseur bombardier des Marines largue 2 bombes de 500 livres. L'une des bombes explose au centre des forces américaines, tuant 42 hommes et en blessant 45. Les incidents de tirs fratricides comme celui-ci allèrent devenir bien trop courants pendant la guerre du Vietnam. J'ai perdu un bon pote comme ça. Il a été touché par l'artillerie amie et il savait que ça allait arriver. Certains officiers n'étaient pas aussi compétents qu'ils auraient dû. Et c'est ce qui s'est passé. De mauvaises coordonnées ont été saisies. Et maintenant, son nom est inscrit sur le mur. Un bon ami. Plus tard dans la matinée, un Cobra est arrivé, a tiré dans la zone avec sa minigun et ses tirs ont débordé sur notre position et 3 de ses balles m'ont touché. Et il a aussi tiré sur notre chef d'équipage au JT, David Medina, et l'a mortellement blessé. Il est décédé environ 10 jours plus tard, je crois. 3 compagnies partent le lendemain matin pour venir en aide aux forces débordées sur la colline 875. Les tirs nord-vietnamiens les empêchent d'atteindre les troupes jusqu'à la tombée de la nuit. Le lendemain, ils avancent dans des combats rapprochés avec les nord-vietnamiens, mais n'atteignent pas plus loin que les tranchées ennemies. Le matin suivant, davantage d'infanterie est détournée d'une autre opération offensive dans les hauts plateaux du centre. Redéployés sous le couvert de la nuit, ils atteignent les positions à Dak To en moins de 12 heures. Conscient de la nécessité de priver les Nord-Vietnamiens de la couverture de la jungle, le 23 novembre est marqué par des frappes aériennes et de l'artillerie destinée à dénuder le sommet de la colline. Alors que les troupes américaines attaquent la colline 875 lors d'un nouvel assaut, elles découvrent que l'ennemi s'est déjà replié. Le prix à payer est lourd. 376 soldats américains sont morts et 1441 autres sont blessés. Les forces sud-vietnamiennes perdent 73 soldats. Pour les nord-vietnamiens, ils perdent environ 1000 à 1400 hommes. La bataille de Dak To est considérée comme une victoire militaire pour les forces américaines, ce qui est remis en question lorsqu'on la compare aux lourdes pertes subies.
À la fin de 1967, il y a désormais 463 000 soldats américains au Sud-Vietnam. 16 000 sont déjà tombés au combat à ce jour. Plus d'1 million de soldats ont servi au Vietnam, effectuant des séjours d'1 an chacun. Avec 90 000 soldats nord-vietnamiens supplémentaires ayant pris pied au Sud-Vietnam, leur armée au Vietnam compte désormais 300 000 hommes. Ainsi, la guerre du Vietnam se poursuit, alors que les manœuvres des Nord-Vietnamiens et du Viet Cong sont sur le point d'aboutir en 1968. Merci de nous avoir regardés. Pour soutenir la production de contenu historique, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.